Bonsoir, Monsieur Pascal Zantou. Bonsoir, madame. Vous êtes conseiller à la RAC et aussi journaliste, donc je vais utiliser les doubles casquettes ce soir sur ce plateau. Alors, une première question, pourquoi une suspension par mesure conservatoire de la RAC? Merci pour cette question, cette belle question. Toute suspension est une suspension. Qu'elle ait été faite par mesure conservatoire ou par une autre décision, c'est une suspension et cela a des effets, cela a un impact dont nous sommes totalement conscients. Maintenant, mesure conservatoire, c'est une prérogative, un pouvoir exceptionnel que la loi organique confère au président de la HAC à travers son article 55. Et l'article 55, il me plaît quand même de vous le lire in extenso, de vous le rappeler, parce que on parle de cette mesure conservatoire depuis quelques jours sans savoir ce que c'est exactement. Donc l'article dit ceci, il n'est pas long. En cas d'urgence et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi, c'est-à-dire de la loi organique bien sûr, qui organise justement le fonctionnement de la HAC, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à cette disposition, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Et le dernier alinéa dit ceci. Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre même d'office toute mesure conservatoire. Une mesure conservatoire, c'est une mesure que le président prend donc pour dire arrêter quelque chose, une situation qu'il considère comme étant une situation préoccupante, une situation qui pourrait porter atteinte à l'équilibre, à la paix sociale, à toutes sortes d'événements peu convenables. Monsieur Zantou, dans cette loi organique que vous venez de nous donner lecture, il y a eu quelque part, en cas d'urgence, il y a eu urgence dans ce cas-là, en ce qui concerne la suspension du quotidien Nouvelle Tribune? Bon, vous savez, c'est le président seul qui a le pouvoir d'apprécier l'urgence ou non d'une situation. Mais l'article 55 dit aussi, parle aussi de manquement. Et parle aussi d'irrégularité. Et parle d'irrégularité. Et ici, les manquements ont été cités dans le Code de l'information et de la communication. Et entre autres manquements, il y a ce que l'on appelle la diffamation, il y a ce que l'on appelle les injures, il y a ce que l'on appelle l'offense au chef de l'État, il y a ce que l'on appelle l'atteinte à l'honorabilité, à la dignité humaine. Et donc, au regard de tout cela, le président de la HAC peut se dire que face à telle situation, il y a urgence ou pas. Dans tous les cas, il peut tout au moins déceler des manquements. Et pour ce qui concerne Nouvelle Tribune, parce que c'est de ce journal qu'il s'agit, je ne suis pas venu ici pour juger de la pertinence ou non de la décision du président de la HAC. J'ai un autre espace pour le faire, c'est la plénière des conseillers. Bien entendu. Le mois venu, je le ferai. Mais selon ce que le président nous a expliqué de façon informelle, parce que nous n'avons pas encore eu la session, voilà. Et donc, selon ce qu'il a dit et selon ce que dit la décision, c'est qu'il y a eu une série d'articles qui sont apparus comme une sorte d'acharnement contre une personnalité de l'État béninois. Alors, quand c'est comme ça, il peut se dire, tiens, si je n'arrête pas la saignée tout de suite, eh bien, le journal peut aller plus loin. Et il ne voudrait pas il n'aurait certainement pas voulu que le journal aille plus loin. Je ne suis pas en train de justifier la décision de la HAC. Est-ce la seule voie par laquelle un organe de presse peut être ramené à la raison entre griffes? Oui, merci. Je crois que vous posez là une question importante. En fait, ce n'est pas la première fois que la HAC sanctionne un organe de presse. Non, ce n'est pas la première fois non plus que la HAC, mais aussi fait un organe de presse par mesure conservatoire non plus. Oui, je sais, mais vous m'avez demandé si c'était la seule voie. Bien sûr, je voudrais vous expliquer que expliquez-nous. Ce n'est pas la seule voie.
Ok. Sinon, la HAC n'existerait pas. Moi, je ne serais pas là. En tant que conseiller. En tant que conseiller, autant confier tous les pouvoirs au président, pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Non. La procédure est même longue pour en arriver aux sanctions à la HAC. Expliquez aux téléspectateurs. Oui. Vous voyez, lorsque la HAC doit intervenir, elle a deux possibilités. La première voie, c'est la voie de l'autosaisine. C'est-à-dire que la HAC peut décider en toute responsabilité de connaître d'un cas de manquement qu'elle aurait observé. Et la HAC dispose de moyens assez suffisants pour faire ce travail-là. Je vais vous le dire tout à l'heure. La deuxième voie, c'est la voie de la saisine externe. C'est-à-dire que vous, citoyens, vous vous sentez diffamé, injurié, etc., vous saisissez la HAC. En ce qui concerne l'autosaisine, la HAC dispose de ce qu'on appelle les analystes. C'est-à-dire qu'il y a des cadres expérimentés qui ont été recrutés, mis à la disposition de la HAC, qui dépouillent systématiquement tous les journaux qui paraissent tous les jours, qui écoutent systématiquement toutes les radios de Cotonou et ses environs tout au moins, qui regardent systématiquement toutes les télévisions, d'accord, qui émettent, qui couvrent Cotonou et ses environs tout au moins. Et à l'intérieur, nous avons ce que nous appelons des correspondants régionaux. Des antennes. Des antennes. Et il y a aussi des analystes à ces niveaux-là. Donc, tout le territoire national est couvert ainsi. Donc, tous les jours, nous suivons. Et en plus de ça, nous avons un équipement de suivi permanent qui enregistre, si vous ne le saviez pas, mais sachez-le, qui enregistre systématiquement toutes les émissions radio et télé. Ce que nous sommes en train de faire ici est enregistré instantanément. Par la HAC. Par la HAC. Très bien. Donc, à tout moment, nous pouvons regarder de près une émission, relire un article. En tout cas, si les conseillers n'ont pas le temps de le faire, les analystes sont là pour le faire. Quant à ce qui concerne les sanctions, non, il n'y a pas que... les décisions de mesures conservatoires. Il n'y a pas que les décisions de mesures conservatoires. Et pour arriver aux sanctions, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a l'autosaisine ou la saisine, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une commission qu'on appelle, sinon qui est une commission en charge des questions de déontologie et d'éthique dans les médias. Cette commission est aujourd'hui dirigée par le conseiller Richard Maïndé. Le conseiller Richard Maïndé, qu'il s'agisse d'autosaisine que de saisine externe, le conseiller Maïndé dispose à sa disposition de cadres, d'accord, qui constituent avec lui cette commission-là. Et cette commission reçoit les personnes visées, les auteurs des articles ou des émissions incriminées. Et ces personnes s'expliquent. Lorsque ces personnes s'expliquent et que la commission estime qu'il n'y a pas de la substance, la commission classe le dossier. Très bien. Mais lorsqu'il y a de la substance, la commission fait un rapport. Le président de la commission, le conseil Maïndé, fait un rapport qui est étudié en plénière. Et lorsque le rapport arrive en plénière, généralement, il s'ensuit toujours une sanction. Tous les jours que Dieu fait, je puis vous dire que la HAC est en mesure de sanctionner au moins un journaliste. Nous faisons beaucoup de mises en demeure. Donc des rappels à l'ordre. Nous demandons aux journalistes de présenter des excuses. Il arrive même que la HAC, à travers des publications, de la décision de la HAC, etc., il arrive même que la HAC se déplace pour aller rencontrer des personnes visées par des articles ou des émissions, avec parfois le journaliste fautif pour présenter des excuses à ces personnalités-là ou à ces citoyens-là. Ce travail, nous le faisons, mais il n'y a pas de bruit autour. Oui, malheureusement, il n'y a pas de bruit autour, monsieur Zantou. Et on a tendance à entendre parler de la HAC, que quand il y a suspension, quand il y a décision pour mesures conservatoires et autres, est-ce en tant que conseiller de la HAC et aussi en tant que journaliste, n'est-ce pas une menace à la liberté de la presse? Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a une façon de lire aujourd'hui la liberté de la presse dans notre pays
peut-être pas en particulier, mais dans le monde entier en général, me semble-t-il aujourd'hui, on pense que la liberté de presse se résume à ce qu'il existe des organes de presse, c'est vrai, qu'il existe des journalistes, c'est vrai, que les journalistes publient, c'est vrai, mais on oublie de dire que ni les journalistes, nous, ni les organes de presse n'ont le droit de publier n'importe quoi. Les journalistes ont le droit de s'exprimer, les citoyens ont le droit de s'exprimer, mais il y a aussi que les citoyens ont le droit à une information de qualité. Et c'est pourquoi il y a des règles. Donc, comme vous le dites, les citoyens ont droit à une information de qualité et vraie. C'est pourquoi il y a des règles. Et notre pays, qui a du génie, dès le départ, s'est doté, en tout cas la profession, s'est dotée d'un code de déontologie et d'éthique dans les médias. Alors, ce code a édicté un certain nombre de règles à respecter. Et malheureusement, il se trouve que les journalistes ne respectent pas toujours ces règles-là. Et lorsque vous êtes en conflit avec les règles qui cadrent la liberté, ben, est-ce que vous êtes libre vous-même? Je souhaite vivement que les journalistes deviennent libres, deviennent indépendants, les journalistes béninois. Pensez-vous qu'ils ne sont pas indépendants? Ils ne le sont pas, hélas. Pourquoi pensez-vous? Ils ne le sont pas pour certains d'entre eux. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas indépendants. Dans tous les cas, les productions de tous les jours montrent que certains journalistes ne sont pas indépendants et ils sont tenus par des puissances politiques, économiques, financières aussi. Et de plus en plus par les puissances sociales, les organisations de la société civile, c'est-à-dire ceux qui se réclament comme étant des défenseurs des droits humains aujourd'hui, ont des canons d'appréciation qui font que les journalistes pensent qu'on peut tout se permettre. Reporters sans frontières, par exemple, lorsque Reporters sans frontières procède à ces classifications, c'est sur la base de quoi? Est-ce qu'il y a eu emprisonnement de journalistes? Est-ce qu'il y a eu sanction d'un journaliste? Est-ce qu'il y a eu sanction d'un journal, d'une radio ou d'une télévision? Mais ça ne suffit pas. Est-ce que cette décision ne donne pas un peu raison au classement, par exemple, de Reporters sans frontières? Je ne pense pas, justement. C'est-à-dire que pour que cette décision donne raison à qui que ce soit, il faudrait que celui à qui on veut donner raison s'interroge sur les raisons pour lesquelles on a sanctionné. La réflexion ne vise presque jamais les motifs de la sanction, mais ne regarde que la sanction. On ne peut pas dire que parce qu'on a sanctionné un journal, il y a atteinte à la liberté de presse. Mais le journaliste, le journal qui faute, le journal qui diffame quelqu'un, le journal qui insulte un citoyen, le journal qui impute des faits graves, mais de nature même à soulever la population, est-ce que ce journaliste-là c'est que la population a, elle aussi, le droit de vivre dans la paix. Et que pour qu'elle vive dans la paix, il faut que le journaliste ne porte pas atteinte à ce droit-là. Vous voyez, c'est un peu complexe. Bien sûr. C'est un peu complexe. Le métier du journaliste est d'ailleurs complexe et puis les essais aussi, tout en respectant les droits, vous l'avez dit, doit être le leitmotiv de chaque organe de presse. Alors, par rapport à cette suspension, il y a eu des vagues d'audience accordées par le président de l'ARAC à plusieurs institutions, à plusieurs personnalités, aussi aux organisations de la société civile. On va suivre cet élément, on revient en discuter avec vous, M. Zantou. Suspension du quotidien La Nouvelle Tribune par mesure conservatoire, voilà l'un des sujets qui alimente l'actualité ces derniers jours. Et c'est la raison principale de ces audiences à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. À ce stade, en tout état de cause, l'objectif est de comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne, en fait, est un défenseur des droits de l'homme, dont un des premiers est évidemment la liberté d'expression. Nous avons entrepris
d'écouter les acteurs et d'en faire, disons, une action précise. Nous pensons dans les jours qui viennent travailler avec les professionnels, les responsables des organes de presse pour échanger sur la question. Je crois que ça a été une séance assez fructueuse où bien, nous avons porté de façon, disons, de façon éloquente un peu notre voix en ce qui concerne tous ces dossiers, mais notamment de cette nouvelle tribune où nous avons cité la responsabilité. Nous avons montré combien de fois et nous souhaiterons qu'à l'avenir, eh bien, la procédure soit différente. Il est reproché au journal la violation du code de l'information et de la communication, suivi du code de déontologie de la presse. Au menu des échanges, on peut retrouver également les questions de la liberté de presse. Vous savez très bien que le contexte dans lequel nous sommes en matière de liberté, la liberté de la presse, c'est un contexte très difficile. Nous avons appelé ça un contexte grave qui nécessite que les acteurs prennent la mesure de la situation. Vous avez constaté que la séance a été très longue, ce qui a permis vraiment de parler entre nous, franchement, et de voir dans quelle mesure le Bénin puisse retrouver sa place en ce qui concerne vraiment les libertés, la liberté de la presse, le droit à l'information du citoyen qui, lui, a besoin d'informations et une vraie information. Ces acteurs de presse se disent déjà confiants des échanges qui favoriseront dans un bref délai le dégel de cette suspension. Droit à l'information des populations aussi, mais quand il y a délit de presse, M. Zantou, comment est-ce que ça se passe au niveau de la RAC? Merci beaucoup. Nous, au niveau de la RAC, nous ne parlons même pas de délit, nous parlons de dérapage et c'est au tribunal. Carrément de dérapage. De dérapage. Okay. C'est très gentil ce mot-là. Ah oui, en plus. Non, c'est un mot très gentil. D'accord. Alors, donc, de dérapage et non de délit. Mais au tribunal, on parle de délit. Très bien. De presse. En matière de diffamation, et c'est un délit particulier en matière de diffamation, on demande aux journalistes d'apporter les preuves des faits qu'ils allèguent. Or, dans les autres formes de délit, on ne demande pas à ceux qu'on accuse d'apporter les preuves. Si c'est moi, Pascal Zantou, qui accuse Madame Priscille, la journaliste, d'accord, dans un délit de droit commun, c'est moi, l'accusateur, qui apporte les preuves. Très bien. D'accord, de mes accusations. Or, dans le cas de la diffamation et des autres formes de délits de presse, eh bien, c'est le journaliste qu'on accuse qui a l'obligation d'apporter les preuves des faits qu'il a allégués. Et on lui donne un délai pour le faire. De combien de temps? C'est 15 jours maximum pour apporter les preuves dès que vous avez été cité. Et lorsque vous avez été cité et que vous n'apportez pas les preuves, avant le jugement, le jour du jugement, vous n'avez que votre bonne foi à défendre. Très bien. Et généralement, c'est plus difficile de défendre la bonne foi que d'apporter des preuves matérielles pour dire ce fait que j'ai allégué est établi. Quand, par exemple, un journal écrit que, est-ce qu'il faut que je le nomme, que quelqu'un la télécommande des mouvements sociaux, donc commanditaire des troubles sociaux dans notre pays depuis Paris, sous un régime donné, quand le journal l'écrit de cette manière-là, c'est un fait. Et comment vous qualifiez alors cet écrit-là? C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. C'est un fait qui est allégué, qu'on n'est pas certain de prouver. Et lorsque vous n'arrivez pas à prouver ça, vous avez sali l'honneur de la personne. Vous dites que quelqu'un a été commanditaire de troubles sociaux. C'est grave comme chose-là. Et cela peut salir l'honorabilité de cette personne-là, surtout si il s'avérait que ce n'était pas vrai. Alors, quand, lors des décisions de mesures conservatoires, on attend jusqu'à nouvel ordre, qu'est-ce que la RAC met dans jusqu'à nouvel ordre? Ce n'est pas la RAC qui met jusqu'à nouvel ordre. En fait, c'est une formule consacrée. Voilà. C'est une formule consacrée. Pour, et quand on dit jusqu'à nouvel ordre là, c'est jusqu'à quand? Non. Bon, au fond, le législateur a été soucieux de cette question-là pour être sérieux. Et la loi organique a prévu que le président de la RAC, après avoir pris une mesure conservatoire, saisisse dans un bref délai les autres conseillers
pour que la plénière puisse statuer sur la question et voir si le président a raison ou pas. Et quand on dit dans un bref délai, c'est combien de délais? Vous êtes conseiller à l'ARAC majoritairement, ou ça prend combien de temps? Nous avons constaté que ça prenait du temps, effectivement, et nous savons qu'une sanction, ça pèse lourd sur les organes de presse et les journalistes, sans oublier les lecteurs. Les lecteurs et aussi. Les auditeurs aussi, aux téléspectateurs qui ont le droit à l'information. Mais à de l'information vraie, vérifiable et de qualité. Très bien. Alors, notre mandature a essayé de circonscrire un peu ce délai-là pour demander au président d'aller vite et qu'au bout d'une semaine, il puisse saisir la plénière. Mais bon, ce n'est pas facile de convoquer la plénière à la HAC non plus. Pourquoi c'est difficile? Vous savez, il faut que le bureau se réunisse. Il ne dépend pas seulement du président de la HAC. Il faut que le bureau se réunisse. Et lorsque le bureau se réunit, qu'ils prennent la décision de convoquer la plénière. Et lorsque la plénière est convoquée, il faut attendre 72 heures pour qu'elle se réunisse. C'est-à-dire que si le président émet son invitation ce soir, ça veut dire que nous devons attendre après-demain, au moins, pour nous réunir. Il ne peut pas nous inviter pour demain, à moins que ce soit dans un cas extrême d'urgence. Voilà. Ok, très bien. Alors, Monsieur Pascal Zantou, avant de vous laisser partir, vous êtes aussi journaliste. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la presse béninoise? Non, je suis un peu fier et peu fier de la presse de nos pays. Un peu fier parce que non, la liberté de presse existe dans mon pays. Les journalistes écrivent. Il y a des journaux, il y a des radios, des télévisions qui font du bon travail. Ça, il faut le reconnaître. Je n'ai pas envie de faire des jaloux, sinon je citerai quelques exemples, mais je ne le ferai pas sur le plateau. Mais je suis peu fier parce que de ma position aujourd'hui, je suis amené à lire, à écouter beaucoup de radio, à suivre beaucoup de télévision, et je puis vous dire que ce n'est pas très honorable, ce n'est pas avec beaucoup de satisfaction que je fais ce travail-là. Il y a trop de choses inconvenables, inconvénientes, décevantes parfois, excusez-moi le terme, que nous lisons, que nous entendons, que nous regardons. Mais quand vous lisez, quand vous entendez et quand vous regardez, est-ce que sans avoir une plénière à l'ARAC, vous avez cette possibilité en tant que conseiller à l'ARAC d'interpeller ou d'inviter ces auteurs de ces différents articles qui ne sont pas un peu trop jolis, d'avoir une séance avec eux, d'échanger avec eux et de leur parler de votre position? Nous sommes dans cette démarche pédagogique. Voilà. Je vous ai parlé de la commission, de la commission en charge des questions de déontologie. Bien sûr. Qui reçoit régulièrement les journalistes, les écoute et leur rappelle leur obligation de respecter le code de déontologie qu'ils se sont librement donné. Ça se fait régulièrement et beaucoup de journalistes peuvent témoigner de ça. Et ce travail, malheureusement ingrat, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, malheureusement. Il faut que l'ARAC, alors, trouve autre moyen pour communiquer, pour se faire voir et faire voir aussi les activités que l'ARAC mène dans l'ombre aussi. Alors, est-ce que vous avez l'intention que votre démarche pédagogique est suivie et respectée? Pas toujours. Pas toujours. Et je puis vous dire aussi que là où je suis davantage déçu par la presse béninoise d'aujourd'hui, c'est que tous les efforts de formation qu'on consent ne sont pas fructueux. Moi, très modestement, j'ai contribué à la formation de beaucoup de journalistes, au Bénin ici et ailleurs en Afrique. Et ce qui me chagrine, c'est que les journalistes, quand ils vont aux sessions de formation, ils vous écoutent. Quand il s'agit de pratique, ils pratiquent bien. Mais dès que vous leur tournez le dos, mais ça c'est quoi ça? Et puis c'est fini. J'ai une expérience douloureuse pour moi. Pendant
2 semaines, un collègue et moi, un collègue journaliste, n'est pas à la HAC, on s'est employé à former une équipe de journalistes sur le tas, donc sur site, dans leur rédaction. Et pendant cette période, waouh, ils ont fait des choses dont ils étaient eux-mêmes fiers. 2 semaines plus tard, ils sont revenus à leurs anciennes amours, mais de mauvaises amours. Et c'est ça le problème que j'ai avec la presse béninoise, c'est-à-dire que nous ne sommes pas rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes et donc nous ne savons pas l'être vis-à-vis des autres. Monsieur Pascal Zanto, merci d'être passé sur ce plateau en tant que conseiller à la HAC et aussi journaliste.